Bonjour Joël Abati. Bonjour à tous. Bienvenue dans cette émission à la rencontre de la jeunesse adventiste du sud de la France a pour thème cette année le sport et il nous paraissait important d'avoir un point de vue comme le vôtre. On voudrait vous connaître un peu plus, ce qui vous motive, vous passionne, vous inspire. Alors, quelques mots pour vous présenter tout d'abord. Vous êtes d'origine antillaise, de la Martinique si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. Vous êtes papa de deux filles ou deux jeunes femmes, on pourrait dire. Marié à Paulette depuis 23 années. Et votre rencontre avec le handball se fait beaucoup plus tôt, à l'âge de 15 ans. Et c'est le début d'une grande carrière de sportif de haut niveau. Vous allez devenir un costaud. Alors vous l'êtes physiquement, vous êtes un costaud. Et puis vous l'êtes aussi dans le nom dans l'équipe de France dans laquelle vous avez évolué, si je ne me trompe pas. Oui, c'est bien ça. C'est bien ça. Et vous êtes donc physiquement avec nous aujourd'hui, et merci en tout cas pour cela. Alors on va parler un peu de votre palmarès tout d'abord pour vous présenter, pour ceux qui ne vous connaissent pas. J'ai noté 315 matchs, 1470 points. Vous vous rappelez de tous vos buts ? Pas de tous, vraiment. Ce qui fait une moyenne de 4,6 buts par match. Et puis vous avez reçu pour peut-être ce moment le plus beau dans votre carrière, j'imagine, au moment des Jeux Olympiques, vous avez reçu la Légion d'honneur directement de la part du président de la République, qui était à l'époque Jacques Chirac. Alors les plus jeunes peut-être ne s'en rappellent pas, mais c'est un moment historique. Alors votre parcours, c'est médaille d'or, médaille des Jeux Olympiques, championnat du monde, médaille d'or à 2 reprises, en 2001 et en 2009, médaille de bronze en 2003 et en 2005, championnat d'Europe où vous avez obtenu la 6e place en 2002 et 2004, mais aussi championnat d'Europe en 2006 avec la médaille d'or, médaille de bronze en 2008. Enfin, est-ce que vous vous rappelez de toutes ces victoires ? On se rappelle toujours de celle dont on a porté la médaille qui brille, donc forcément double champion du monde, champion d'Europe en 2006 et puis champion olympique en 2008. Alors il y a aussi tout un palmarès international, vainqueur de la Ligue des Champions, vainqueur de la Coupe de EHF. Alors c'est quoi le EHF ? Parce que moi je ne connais pas. C'est la Coupe de la Fédération internationale. Comme au foot, on peut y avoir avec tous les clubs européens. Et puis il y a les compétitions nationales, alors là aussi un palmarès énorme. Vainqueur du championnat d'Allemagne en 2001, championnat de France en 2008 et en 2009 à Montpellier. La Coupe de France en 97, en 2008, en 2009. La Coupe de la Ligue 2008. Est-ce qu'on peut dire que vous avez tout gagné ? Oui, sur un parcours d'un sportif de haut niveau, oui. Et la Ligue des Champions en 2002 aussi. Ça va, je suis assez satisfait, même si ça n'a pas été souvent facile, mais effectivement, je peux dire que j'ai pratiquement tout gagné. Mais tout cela ne vous définit pas uniquement au travers des victoires, au travers de médailles, mais il y a un parcours de vie, et c'est ce parcours de vie qu'on va explorer ensemble. Alors, une vie de défis. Pouvez-vous nous parler d'abord de vous ? Comment vous définiriez-vous ? Alors, quelqu'un de très motivé dans ce que je fais. Je m'implique totalement et sans limite. Alors, quand quelque chose me passionne, j'ai le cerveau qui se concentre, je fais un focus sur le truc et je bouge plus dessus. C'est ma motivation et ça se retrouve dans la vie. Quand j'aime quelque chose ou j'aime le faire, je fais que ça et j'oublie tout ce qu'il y a autour. Vous êtes un passionné. C'est la passion. C'est la passion. Comme beaucoup de jeunes Antillais, vous êtes venus en métropole pour vivre un rêve du handball professionnel. Comment avez-vous vécu cette immersion ? C'était pas facile parce qu'il fallait abandonner mes parents. Pour un jeune, c'est difficile d'un coup et j'ai 8000 km à faire quand même. Donc c'est un arrachement de quitter sa famille parce qu'on ne pense jamais qu'on peut la quitter, sa famille. Et en même temps, une source de motivation parce qu'on va faire quelque chose. Pour quelque chose. Donc on quitte une famille, on est triste, mais on est quand même heureux de partir. J'avais envie de partir aussi pour découvrir le monde. J'avais envie de tout faire pour découvrir ma passion et évoluer dans ce que je faisais. Donc pour moi, c'était un peu de tristesse, mais une grande joie de découvrir l'inconnu.
Alors vous avez énormément déménagé tout au long de votre carrière, et puis aujourd'hui vous êtes à Montpellier, c'est le lieu ultime où vous avez posé les valises, et puis quelques temps après votre arrivée ici, vous êtes confronté à un drame, votre maison brûle. Comment vous avez fait face à ce défi, à ce nouveau défi dans votre vie, à un moment donné où vous sembliez vous poser justement ? Oui, puisque j'ai affronté tous les adversaires possibles et là, je pouvais rien faire en fait, puisque c'était un feu qui s'est déclaré dans une période en 2010 où il y a fait une période de très très froide et ça nous a surpris. Mais heureusement qu'on avait des alarmes et du coup tout mon village, toute ma rue en a acheté parce que c'était pas encore officiel et obligatoire en France, mais ça l'a été en Allemagne. Heureusement que j'ai ramené ça d'Allemagne et ça nous a avertis. Le feu, c'est un problème électrique, et je pense, parce que ça nous a surpris en plein milieu de la nuit. Et c'est vrai que j'aurais pu perdre une de mes filles, puisque ça a commencé à brûler dans les combles et sur la chambre des enfants. Et malheureusement, et heureusement qu'elles dormaient ensemble. J'ai toujours aimé dormir avec mes frères parce qu'on pouvait être ensemble. Cette convivialité d'être dans sa chambre, pas sa chambre comme on dit, comme les jeunes, c'est ma chambre, mais c'était notre lieu où on se rencontrait, où il y avait la bagarre, mais aussi on se rencontrait, on discutait le soir très tard, et j'ai toujours voulu que mes filles se connaissent mieux en étant ensemble, et heureusement qu'elles étaient là ce jour-là, et c'était difficile parce que on est dans la peine, et en même temps il faut montrer à sa famille déjà, à mes enfants, qu'on est solide, qu'on est fort, et que on ne pleure pas, et qu'on peut affronter les difficultés. Donc il fallait que je sois l'exemple à travers ma famille et les encourager à ce que ça soit pas justement un coup dur pour nous, mais de montrer que c'est une épreuve. C'est ce que je leur ai dit. C'est une épreuve pour nous. Ça va nous permettre d'aborder la vie différemment, qu'on puisse pas s'appuyer sur le matériel parce qu'on est reparti à zéro, mais qu'on va aborder d'autres choses. On aura une nouvelle maison, vous aurez une nouvelle chambre, vous aurez tout de nouveau. Et pour leur dire, voilà, pas une vision de quelque chose de tout nouveau et plus beau. Et je pense que c'était pas évident, mais je pense qu'il fallait que je leur dise ces mots-là pour qu'ils puissent se projeter dans l'avenir sans que ça puisse être justement que ça puisse être psychologiquement un point difficile. Alors, sans mauvais jeu de mots, vous êtes un homme qui rebondit, qui fait rebondir ce petit ballon il n'est pas si petit que ça, le ballon de hand, hein. Il faut quand même de sacrées mains. On peut voir vos mains. C'est quand même de sacrées mains. Tordu de partout. Profession, handballeur professionnel. C'est quoi le quotidien d'un sportif de haut niveau ? Un sportif de haut niveau, c'est une vie de sacrifice, mais c'est 2 entraînements par jour, avec une hygiène de vie qu'il faut maintenir, donc c'est l'alimentation, la diététique, tous ces sacrifices, on se permet de manger quelquefois des frites ou autres, mais quand on voit que on peut prendre des kilos, il faut faire attention à notre alimentation, et c'est beaucoup de sacrifices avec les amis, des soirées, beaucoup de choses qu'on n'a pas pu faire et qu'on a privilégié sur un projet commun avec nos équipes. Et avec nos amis, et du coup, oui, j'ai pas eu une vie d'adolescent, je pouvais aller où je voulais, mais j'avais envie d'être dans les meilleures conditions pour être en pleine forme le week-end. Donc forcément, quand il y avait l'anniversaire, j'évitais d'y aller, ou j'y allais pour rentrer le plus tôt possible à la maison. On est préparé à ce sacrifice de sportif de haut niveau, de tout ce qu'il faut renoncer ? On n'est jamais préparé, on découvre sur le tard, sur le coup, qu'on peut plus dire parce que le lendemain, qu'on a un match et que si on sort la veille, on est fatigué le lendemain et du coup, la performance est moindre. Donc du coup, on se dit, voilà, par rapport à mon engagement vis-à-vis de mes copains, et que si je veux être le meilleur le lendemain, il faut que je me couche tôt, il faut que j'évite de manger ça, il faut que je sois dans les meilleures conditions. Donc ce sont, au fur et à mesure, et aussi des amis aussi qu'on peut pas voir, et du coup ça nous coupe de certains de nos amis, mais on garde nos vrais amis parce qu'ils comprennent, et dès qu'on a un petit moment où on peut aller les voir,
qu'on peut passer ensemble. Donc on commence à canaliser un peu sa vie, à canaliser ses amis. Tout ça nous prend une cours, mais très tôt, j'ai su faire la part des choses et me dire, voilà, j'abandonnerai jamais mes amis, mais je fais un choix où je veux être performant, donc du coup, j'abandonne certaines choses pour gagner de l'autre côté. Alors, au niveau familial, comment trouve-t-on l'équilibre avec ces contraintes de sportif? Parce que quand vous étiez jeune ado, c'est une chose, mais quand vous deveniez papa, mari, comment on trouve cet équilibre? C'est très difficile, c'est pas évident et je remercie ma famille, ma femme de pouvoir me supporter, je dis me soutenir, de me supporter parce que c'est vrai qu'après les défaites, on est tout seul à la maison, c'est souvent nos femmes qui supportent les critiques, qui nous encouragent aussi quand on est à la peine aussi, et nos joies aussi. Donc c'est une vie de partage et je peux dire que ma femme, elle a tout partagé avec moi, et les difficultés aussi, et la joie aussi d'être papa, et où j'ai pas pu maîtriser ça non plus. Donc j'ai encouragé ma femme, je me souviens, c'était extraordinaire, c'était le premier bébé, ma première fille, c'est 1er janvier 2000. À 2h du matin, donc j'imaginais tout le monde fait la fête, boit du champagne, moi j'arrive avec ma femme, j'ai accouché dans des conditions, c'était la première fois donc difficile, où j'ai dû la coacher, parce que c'était pas évident, une femme qui accouche. J'ai toujours trouvé les femmes très très fortes de ce côté-là, parce que une souffrance qu'on ne maîtrise pas avec les contractions, c'est horrible. Quand je vois son visage, je me dis, elle est très très forte. Alors, quand je parle de vie de sacrifice, je peux dire que chaque maman, c'est une force incroyable qu'elles ont pour mettre au monde les hommes que nous sommes. Alors, vous êtes toujours passionné par le handball. Un sportif peut-être qui vous a interpellé, que ce soit dans le hand ou dans un autre sport? Il y a un sportif de ma génération que j'ai beaucoup aimé, c'est Jackson Richardson, qui vient de La Réunion, qui a un tel respect des règles, un peu comme Nadal au tennis, que j'aime bien aussi, parce que il vous transmet cette énergie de la gagne, cette énergie, mais chaque fois qu'il perd, il ne cherche pas d'excuses, il remercie le vainqueur parce qu'il combat jusqu'au bout. Et quand il perd, il dit voilà, j'ai combattu contre plus fort que moi. Je suis un peu comme ça. Je me battrai jusqu'au bout, mais si je perds, je remercie le vainqueur en disant voilà, tu as été plus fort, j'ai tout donné. Et le respect, il est vraiment, quand il y a une faute, il dit qu'il y a une faute. Ça j'ai pas souvent été comme ça, mais je dis voilà, c'est vraiment le gars que j'aimerais être. Et j'ai beaucoup de respect pour ce joueur, Rafael Nadal, qui est toujours au haut niveau, malgré son âge, et qui déboute un arbitre quand tu lui dis que c'est pas fait. Il dit non, il y a vraiment faute, donc le point est pour l'adversaire. Il arrive à le faire, quoi, c'est extraordinaire. Alors, l'apôtre Paul utilise l'image du sportif pour parler du parcours du chrétien. En quoi ça vous parle? Ça me parle parce que c'est une vie de sacrifice, c'est une vie de difficulté, d'abnégation. Et chaque jour, on se remet en question. Chaque match d'un sportif, il se remet en question. On peut être bon une journée, il faut être bon la deuxième. Et c'est l'ensemble de toute cette journée, de ce championnat qu'on peut dire qu'on est le meilleur. Et c'est ça la vie du chrétien, c'est toujours être... on se remet en question. Toujours être motivé, ne jamais baisser les bras. Et quand bien même, quand on est dans la défaite, quand on est par terre, eh bien, on n'est pas tout seul. On a ses amis, il y en a qui ont le Seigneur aussi pour nous aider, nos amis, nos enfants. Tout le monde contribue et je pense que c'est cette énergie positive de chaque énergie de tout le monde qui fait que cette socialisation, qu'on arrive à rester ensemble. C'est avec nos amis aussi. Nos amis parce qu'ils nous connaissent, parce qu'on les fréquente régulièrement, nos familles qui nous aident aussi et qui nous connaissent le mieux pour trouver les bons mots, pour nous faire réagir et nous porter quand nous sommes en difficulté. Alors, profession handballeur, mais aussi témoin sur le terrain. Votre surnom dans l'équipe de France était le révérend. Pourquoi le révérend ? Le révérend, parce qu'un révérend, c'est celui qui porte la parole, c'est celui qui a de l'empathie pour ses amis, c'est celui aussi sur lequel on peut toujours compter. Je crois que dans l'équipe où j'étais,
j'étais toujours à l'écoute de mes amis, quel que soit le contexte, parce on est des sportifs de haut niveau, mais on est avant tout des hommes, avec nos difficultés, nos faiblesses. Et je partage aussi, chaque fois que j'ai eu l'occasion de partager avec mes amis, de partager leurs peines, d'être à leur côté pour les faire remonter, que ce soit sur le terrain ou à l'extérieur, dans la vie d'homme aussi, s'il y a des conseils où j'ai pu aider mes amis, j'ai toujours été là pour eux parce que j'avais de l'empathie aussi. Et je crois qu'il faut en avoir quand on est sportif de haut niveau aussi, parce que nous sommes confrontés à beaucoup de difficultés, nous sommes confrontés aussi à beaucoup de stress, de pression, des résultats. Et souvent, on a beau être sportif de haut niveau, on craque aussi. On craque, mais on ne le montre pas par orgueil, mais je peux vous dire qu'il y en a qui rentrent chez eux, qui sont tristes, qui ont aussi des grosses difficultés à se remettre dans le bain, à subir des injustices aussi. Et tout cela, on est critiqué tous les jours et ça pèse à la longue. Alors, souvent, on essaie de faire abstraction, mais ça nous touche quand même parce qu'on vit des émotions et on partage avec un public. Et quand on n'est pas supporté, quand on n'est pas encouragé, ça peut faire des dégâts aussi chez chaque personne. Cela vous est arrivé de prier avec des copains de club, de l'équipe de France? Ça m'est arrivé où j'ai ressassé un copain à moi en plein match, pas en plein match, mais avant un match. Il avait perdu un des membres de sa famille et il est venu me demander de prier pour lui. Alors je lui ai dit, tu me demandes pas de prier pour gagner parce que ça je peux pas le faire. Non, il m'a dit, j'ai perdu un membre de la famille et j'étais triste pour lui. Il était triste, il le montrait pas, mais il est venu me le dire et ça m'a beaucoup touché parce que ça voulait dire aussi que quand quelqu'un a besoin d'aide, je pouvais être là aussi pour l'aider et qu'il pouvait se confier aussi parce que c'était pas évident. Et je me suis dit que ça pouvait m'arriver aussi et que si j'avais quelqu'un à l'écoute, ça m'aurait donné une force supplémentaire. Donc je me suis dit, voilà, je suis avec toi aussi à ce moment-là et je partage ta peine. Comment avez-vous concilié votre foi et le sport de haut niveau? Ça n'a jamais été facile parce qu'il y a aussi des contraintes où on doit s'absenter régulièrement, une fois sur deux, puisqu'on joue à domicile extérieur. On a des préparations qui durent 1 mois, donc coupé de sa famille, mais aussi de pouvoir aller dans son église aussi, qui n'est pas évident. Et donc de se dire que voilà, on est en mission, on reste proche aussi de son Seigneur et que même si on est passionné par son sport, on sait que il n'y a pas que ça dans la vie. Il y a aussi d'autres contraintes, il y a d'autres joies aussi à vivre aussi au-delà des choses spirituelles aussi et que tout n'est pas dans la gagne parce qu'on ne peut pas toujours gagner. Vous nous disiez que vous aviez été touché par des sportifs de haut niveau, Jackson Richardson pour le handball, mais aussi Rafael Nadal pour le tennis. Quel personnage biblique vous a inspiré peut-être, ou personnage au pluriel peut-être, hein? Il y a plusieurs personnages parce qu'il y a Jonas, Jonas qui m'inspire parce qu'il voulait pas du tout aller. Du coup, il a dû vraiment toujours en train de se poser des questions, comme Thomas aussi. Et moi, je suis un peu comme ça. Si j'ai pas vu, je peux pas. Donc ça me pousse à être curieux, à voir les choses pour dire voilà, je l'ai vu. Je n'adresse pour ça. Tout ce que la main ne touche pas. Voilà, est un rêve. Donc il faut que je voie, il faut que je touche pour pouvoir voir que c'est une réalité de la vie, que je l'ai vu dans mes mains propres, que j'ai touché. Donc ça veut dire que j'étais proche, qu'il y a un fluide, qu'il y a un passage d'énergie. Et j'ai toujours tendance à toujours toucher tous mes amis comme ça, parce que je sens que quand je les tiens dans mes mains, quand je les serre fort, que je sens une proximité, je sens leur énergie aussi. Donc ça me fait plaisir donc Thomas qui dit tant que j'ai pas vu, je pense que je suis comme ça, tant que j'ai pas vu, je peux pas le croire, quoi. Alors, nouvelle vie. En 2010, vous rencontrez Georges Frêche. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Georges Frêche est un personnage célèbre sur la région de Montpellier. Il a été le maire de cette agglomération pendant de nombreuses années. Et il vous invite, Georges Frêche, à le rejoindre dans son équipe. Donc, c'est un engagement politique. Comment ça s'est passé? Pour moi, c'est comme une initiation. Où vous voyez un escalier, il y a chaque marche à découvrir. Alors, c'était aussi l'envie de m'engager parce que dans la vie,
J'incite toujours aux jeunes de s'engager. Et j'avais envie aussi de construire, parce que la politique, c'est aussi être visionnaire, de construire une cité, de pouvoir s'impliquer auprès de la population. Et j'avais envie de le faire dans le cadre du sport, parce que c'était ça qui m'avait demandé, puisque avec toute mon expérience allemande, j'ai passé plus de 10 ans en Allemagne. J'avais envie de mettre en programme aussi la même politique que faisaient les Allemands, que sur la culture du sport, sur le sport en général, sport santé, sport sur les valeurs, sport aussi éducatif, l'EPS pour certains, éducation physique et sportive. Tout ça, j'avais envie de le mettre dans la cité et mettre une vraie politique sportive en place pour les jeunes. Et il m'a demandé cela. C'était difficile, c'était un contexte pas facile non plus, parce qu'il m'a demandé qu'est-ce que je faisais, qu'est-ce que je ferais l'année prochaine. Et j'ai osé dire, je fais rien, mais ça m'intéressait. Et du coup, je dis voilà, je peut-être pas réfléchi sur le coup, mais je dis voilà, je vais m'engager, je vais voir ce que c'est. Et puis, si ça me plaît, je vais rester. Si ça me plaît pas, je vais changer. Mais cette envie de découvrir, je pense que c'est ça qui me motive souvent. C'est le défi? C'est le défi. Je me souviens le soir, j'ai dit à ma femme, je crois que j'ai fait une connerie. Mais c'est le défi aussi. C'est les challenges. Je crois que je suis un challenger. J'aime bien les challenges. Et je crois que pour moi, c'était important de découvrir ça. Et aujourd'hui, comment ça se passe? J'ai arrêté parce qu'on ne peut pas toujours faire, et je pense que... mais j'ai toujours gardé cette fibre d'engagement. Je pense qu'on ne peut pas rester politique toute sa vie, qu'il y a toujours des gens qui ont des idées, quelle que soit la personne, quelle que soit sa profession, il peut apporter quelque chose à la cité. Et après, j'ai toujours trouvé trouble, quelqu'un qui reste toute sa vie en politique. Alors, c'est vrai quand on est visionnaire, quand on est un visionnaire dans n'importe quel domaine, et qui nous porte des idées, qu'il est convaincu de ce qu'il nous apporte et qu'on le suit, on arrive jusqu'au bout avec lui. Mais il faut donner la main aux autres pour prendre le flambeau, ainsi de suite. Les jeunes, plus jeunes, qui ont des idées, qui portent dans nos valeurs. Il faut que ça suive et que tout le monde participe et que ce ne soit pas qu'un petit groupe, parce que du coup, à force de rester ensemble, il vient ce qu'on ne veut pas voir, c'est-à-dire les conflits aussi, tout ce qui soit. Il faut un temps et après donner la suite aux autres. C'est un engagement sociétal, un engagement pour le plus grand nombre, pour une société. Donc quand on a fini de faire sa part, on le donne à d'autres en transmettant aux plus jeunes. Si je vous entends bien, l'engagement politique au côté de cette équipe de Georges Frêche était surtout un engagement social, humain, un engagement pour faire changer et bouger les lignes peut-être, notamment pour les jeunes. Les jeunes, c'est important pour vous? Oui, pour moi, j'ai toujours aimé le contact des jeunes parce qu'ils ont de l'audace, ils posent beaucoup de questions. Et je suis comme ça aussi. Ça m'arrive, des amis, quand j'ai des questions, je les appelle à n'importe quelle heure pour avoir une réponse parce que je peux pas m'endormir si j'ai pas ça en tête. Et je pense que les jeunes ont besoin de ça aussi, cette transmission du savoir, et c'est ce que je fais en tant qu'entraîneur maintenant. Ils ont besoin qu'on leur transmette et qu'on leur donne des valeurs à travers le sport. Donc j'étais pas un vrai politique, j'étais plutôt... j'ai voulu voir aussi... j'étais devant le sport, c'est-à-dire qu'on était dans des clubs, ça veut dire toute la politique, et d'être politique, c'est d'être derrière aussi, de voir tout ce qu'on a mis pour ce qu'on ait des clubs. Pourquoi on a des clubs, la politique pour mettre des clubs en place, des clubs formateurs, des clubs élites, des associations sportives pour aider les uns et les autres, et les sports amateurs aussi. Pour moi, c'était important de voir tout ça et de ne jamais les opposer, et que le sport professionnel dépend des sports amateurs et dépend des clubs formateurs. Parce qu'il y a des éducateurs, et ça je félicite tous les éducateurs qui passent tout leur week-end, toute leur semaine, à changer, à modeler des jeunes à travers les valeurs du sport pour en faire des hommes avec des valeurs, pour en faire des citoyens avec le respect d'autrui. C'est ça qu'on apprend dans le sport. Le respect des adversaires, respect des règles, respect de l'arbitre qui est garant, justement, comme dans la société, pour nos forces de l'ordre, on respecte les règles pour faire de nous des citoyens modèles. C'est ça le sport en général. Après, il y a le sport spectacle, comme on a pu faire, on peut voir à la télé, mais c'est parce qu'il y a ce sport éducatif qu'on retrouve ce sport élite au plus haut niveau.
Alors on va faire un petit flashback, regard sur le passé. Vous avez rencontré l'église adventiste, ou en tout cas le Seigneur, au travers de votre épouse. Et comment vous êtes-vous senti soutenu peut-être dans votre parcours de sportif au sein de cette église ? Eh bien pour moi c'est la recherche aussi, c'est encore une fois une quête de recherche. Et je me souviens, j'ai passé un séminaire avec Carl Johnson, Au volant de l'avenir. Ah, c'était pas du tout de handball, mais c'est Au volant de l'avenir. Et ça m'a marqué. Ce jour-là, Carl Johnson, c'est grâce à lui que j'ai été baptisé. Et j'ai rencontré dernièrement à Montpellier, j'étais étonné, je lui dis, vous savez, c'est grâce à vous que je suis là. Ce séminaire, ça m'a marqué comment vous impulsez une dynamique, un leader, un capitaine, et toutes ces paroles, ça m'a permis de me lancer. Et c'est pas facile. C'est pas facile parce que j'ai beaucoup d'appels de jeunes sportifs, adventistes, qui m'appellent, les parents aussi, parce qu'il y a aussi qui abandonnent l'église parce qu'ils sont dans l'échec aussi et que ils considèrent qu'on les a pas suivis, le Seigneur les a pas suivis dans leur démarche de réussir et du coup ils reprochent tout à l'église, ils reprochent tout au Seigneur. Mais il y a aussi qui abandonnent parce qu'il y a des contraintes avec le sabbat aussi qui est difficile et qu'il y en a qui regrettent, il y en a qui reprochent. Il y a vraiment des difficultés et moi je leur dis tout simplement que vos enfants, ils abandonneront jamais le Seigneur. C'est la première chose qu'il faut retenir. Parce que dans un parcours de jeunes, c'est très difficile pour des jeunes aujourd'hui. Je le vois, les contraintes avec cette pandémie, c'est de plus en plus compliqué. Et je leur dis, laissez-leur vivre leur rêve. C'est important qu'ils vivent leur expérience pour qu'il n'y ait pas de regrets par la suite. Et que ça manifeste par un rejet. Il faut les laisser. Et s'il y a de la colère, il faut de l'empathie. Et s'il y a des pleurs, il faut aussi de l'encouragement. Et que leur parcours, ça va leur servir dans leur parcours du Seigneur. Ça va leur servir que dans leurs difficultés, ils vont se réorienter. Il faut toujours être à côté d'eux. Quoi que ce soit, il faut être à côté d'eux. Même dans n'importe quelle difficulté qu'ils pourront rencontrer sur leur parcours, nous les parents, nous les éducateurs, moi en tant que sportif aussi, je suis en droit de leur dire voilà ce que tu peux rencontrer, mais voilà aussi ce que tu peux gagner. Et voilà aussi ce que tu peux faire. Mais jamais je dis il faut le faire, je dis voilà ce que tu peux faire. Et après, pour son engagement. C'est ça aussi la construction d'un homme à travers ses échecs, mais à travers ses motivations et à travers ses objectifs. Quels sont ses objectifs? Qu'est-ce qu'il veut faire? J'ai tous ces questionnements après fait que je dis voilà, je pense que tu peux aller dans cette direction, je pense que tu peux aller dans celle-là. Mais c'est toi qui dois décider de toi-même. Et ça, c'est important d'être là. Je dis à mes jeunes, vous pouvez m'appeler à n'importe quelle heure. Si c'est 2h du matin, appelez-moi. Si c'est vraiment cette question vous taraude et que ça vous pèse, n'hésitez pas à appeler moi et ça ne me gêne pas du tout. Alors vous avez parlé d'échecs. Quel échec vous a le plus fait avancer dans votre parcours, que ce soit personnel ou professionnel? Alors souvent, c'est les échecs qui font avancer. Toujours, hein. Quelles que soient les découvertes, j'en parle avec ma femme de Marie Curie, il a fallu combien de temps pour découvrir des échecs, pour qu'on puisse trouver les choses. Mais ça fait partie de l'humain et je crois qu'on se renforce dans ces échecs. Je le dis à mes amis, si j'avais tout gagné, je me serais jamais remis en question. Donc souvent, je dis aux gamins, c'est quand vous perdez que vous réussissez par la suite. Et un exemple, en 2007, nous faisons le championnat du monde en Allemagne et on perd par une décision arbitrale injuste puisqu'on marque le dernier but pour gagner et on nous le refuse et du coup on perd par la suite et à cause de cette injustice nous avons été champions olympiques parce qu'on s'est dit que cet échec-là c'est parce que cet échec-là va nous servir. Maintenant, on va plus perdre à la dernière seconde. On va essayer de gagner pour avoir le plus de buts pour qu'il n'y ait aucune... pour vraiment, on puisse pas remettre en cause notre victoire. Donc, ça nous a aidé à être champions olympiques et pour nous, c'était l'apothéose. À travers un échec, eh bien, on ressurgit et on montre à tout le monde qu'on est les meilleurs. Donc de vraies victoires avec une belle différence de points et pas sur le fil, quoi. Oui, parce que dans la vie aussi, quand vous êtes confronté à une injustice raciale aussi, de racisme, à tous les niveaux, c'est difficile aussi quand vous avez les mêmes diplômes que nôtres. Vous imaginez, depuis des siècles où on vit ce genre de choses, et aujourd'hui on est obligé de se battre pour faire des CV anonymes, qu'on est obligé de mettre ça en place. Vous voyez que ça veut dire qu'il y a des choses qui ne changent pas. Et que
pour un emploi avec diplôme égal, vous n'êtes pas pris, mais quelle injustice! Ça veut dire que toutes les études que vous avez faites avec les perspectives de votre vision, vous êtes obligé de remettre en cause parce qu'on fait la différence par rapport à votre couleur, par rapport à votre pensée, par rapport à vos convictions. C'est horrible et on peut arriver à douter, on peut abandonner aussi. On peut tout abandonner quand ça nous arrive. Quelle valeur retirez-vous du sport? La première valeur? L'abnégation, la détermination. Je crois que c'est ce qu'on apprend quand les petits font sur le terrain. On voit tout de suite les leaders, ceux qui se battent, ceux qui n'ont pas envie de perdre. Alors, je dis pas pour les mauvais perdants, ça peut arriver qu'on soit mauvais perdant, mais c'est l'abnégation, c'est la détermination. C'est-à-dire que il faut pousser des portes. Même si vous voyez l'échec, eh bien, on se remet debout et on y va encore au charbon. On y va aussi pour montrer qu'on est meilleur. Et je leur dis à n'importe quel niveau, je dis, si vous êtes pâtissier, si vous êtes boucher, ben soyez le champion du monde de boucher. Soyez les meilleurs. Confrontez-vous aux meilleurs. Allez chercher les meilleurs pour que vous puissiez réussir dans ce que vous aimez, quelle que soit votre profession. Je dis ça à mes jeunes parce que souvent on pense que la réussite, c'est ceux qui sont dans la finance, qui ont les grosses voitures. Non, on peut être champion du monde dans sa catégorie parce qu'on est déterminé, parce qu'on veut être le meilleur. Il faut aussi se battre parce que on est dans la mondialisation aujourd'hui et on est confronté à des Chinois de l'autre côté. Donc il faut qu'on soit à la hauteur parce que c'est aussi le défi que nous proposent les nouveaux enjeux que nous propose le monde. Quelle est votre plus belle joie dans votre carrière? Ma plus belle joie, c'est la naissance de ma fille. Je le dis parce que c'est extraordinaire ce truc. C'est extraordinaire, une naissance et c'est une médaille qu'on peut vivre que quand on est père et quand on le voit son enfant naître, c'est extraordinaire. Et cette joie-là surpasse toutes les victoires aux championnats du monde, aux Jeux Olympiques, en Coupe de France et ailleurs? Ah oui, ça surpasse tout parce que c'est le fruit de votre amour et quand vous voyez votre fille naître. Alors je dis, j'ai toujours voulu avoir une fille. Je dis, vous voulez une fille qui ressemble à une femme, comme ça je suis sûr que... Et j'ai eu 2 filles, donc... Non mais c'est extraordinaire ce truc et je suis admiratif la construction à deux et la manifestation de cet enfant qui est le fruit de nos amours. Et la naissance, c'est difficile, c'est dans la souffrance, mais en même temps, quelle joie quand vous avez votre enfant en bonne santé, ça vaut tout. Parce que les médailles, elles sont là, mais elles passent, puisqu'on engendre d'autres, mais nos enfants, ils sont toujours là jusqu'au bout. Même si quand elle aura 50 ans, ce sera toujours ma fille, je lui ai dit, elle sera toujours mon enfant jusqu'au bout. Justement, nous allons venir maintenant dans un regard sur le présent. 3 sujets d'actualité. Vous avez évoqué la question, par exemple, du racisme tout à l'heure, à laquelle sont confrontés des jeunes aujourd'hui quand ils recherchent un emploi. Que pensez-vous de cette affaire George Floyd? Cette affaire nous a tous marqués. On dirait que le monde entier, un peu comme cette pandémie, puisque nous avons vu en direct un meurtre non pas de 2 bandes rivales, mais d'une personne qui représente la loi, qui représente les forces de l'ordre. Alors, je ne fais pas d'amalgame avec les forces de l'ordre, il y en a qui sont respectueux de la loi, qui sont vraiment ancrés dans leur métier, mais on a vu quelqu'un qui n'avait pas d'empathie, qui a assassiné quelqu'un en direct, avec son mandat de force de l'ordre. Et ça, c'était horrible, on ne pouvait pas accepter ça, mais à travers ça, c'est toutes les discriminations que subissent les gens. Et ça a montré qu'il faut stopper ce genre de choses parce que ça vraiment ça marque les gens au plus profond d'eux-mêmes qu'on ne peut pas accepter ce genre de choses à l'heure actuelle dans notre monde. On ne peut plus accepter les discriminations qui se sont faites dans le passé. On en a vu, on a de multiples exemples de discrimination dans le monde par rapport à sa couleur, mais par rapport à sa culture, par rapport à sa religion, par rapport à ses convictions, ses croyances. Et on voit de plus en plus d'extrémisme, parce que l'intolérance à l'autre, c'est ça qui fait, c'est pas forcément... Et le désamour, vous imaginez à l'heure actuelle,
on tue encore des gens pour leur couleur de peau. C'est horrible. Ça veut dire que la société n'a pas évolué sur certains points. Vous avez vécu, vous, des discriminations pour la couleur de votre peau, pour le fait d'être croyant, par exemple? Oui, on subit ça, mais je n'ai pas vécu, ou du moins, j'ai pas voulu voir, parce que moi, j'ai cette capacité aussi, c'est ça aussi, l'être humain, de passer au-delà de ça, pour ne pas vivre cette discrimination directe. Alors, ce n'est pas être réaliste, mais souvent, on passe à côté. On le voit aujourd'hui, qu'il y avait des films je le vois aussi, des livres qui ressassent la discrimination, le rejet, et qu'on enlève dans les cinémathèques. Il faut le faire. Il faut le faire parce qu'il y a des siècles, il y a des choses qu'on faisait pour changer les mentalités, pour oppresser un peuple, pour oppresser certaines personnes. Eh bien, il faut retrouver, et c'est ce qui est intéressant aujourd'hui, parce qu'on veut retrouver la justice. Je pense que ce nouveau siècle, c'est un siècle de justice. Il y a eu beaucoup d'injustices. Eh bien, on essaie de rétablir la justice à travers les quotas, à travers toutes les difficultés que peuvent rencontrer ceux qui sont discriminés dans le monde. Un nouveau regard sur notre temps présent. La question de cette pandémie, comment vous l'avez vécue, comment vous la vivez? Nous le vivons difficilement à travers tous les décès que nous voyons, et que cette pandémie, il faut la prendre au sérieux. Socialement aussi, parce que cette pandémie nous referme sur nous-mêmes, nous empêche de voir nos amis. Je pense aux jeunes qui sont confrontés pleinement dans ça, où on est obligé de porter un masque, on est obligé de faire des distanciations sociales, toutes ces choses que j'ai pas connues dans ma vie et que ces jeunes subissent aujourd'hui. Donc de s'éloigner de ses amis, de ne plus aller chez des amis, si on n'a pas justement lavé les mains, si on n'a pas fait attention à qui on fait, quand on peut pas fréquenter tout le monde non plus sans avoir une assurance que la personne est en bonne santé. Toutes ces choses-là nous pèsent sur notre vie, notre quotidien, et engendrent justement du stress, engendrent du rejet de certains qui sont malades. C'est ce qu'on voyait plus, mais vous voyez, s'il y a quelqu'un qui a le Covid, tout de suite il y a un retrait, il y a une peur, il y a une mise à côté des gens, et cette pandémie-là crée vraiment une injustice en plus, puisque ce sont les plus pauvres qui subissent. En plus, c'est horrible. C'est horrible que cette pandémie touche les plus pauvres, quoi. Troisième sujet sur la question de l'actualité, le communautarisme religieux. Aussi, puisque le communautarisme, on l'a toujours combattu en France, et heureusement, je vois qu'aux États-Unis, c'est totalement différent, on accepte des choses, alors que nous, en France, on essaie de faire avec la République, avec toutes ces lois que nous mettons en place pour qu'on puisse rester ensemble et vivre ensemble avec nos différences. Donc le communautarisme, c'est quelque chose que je rejette parce que j'aurais pas fréquenté d'autres personnes, j'aurais pas connu les gens si j'étais resté dans ma communauté comme aux États-Unis. Il y a des gens, ils restent dans leur quartier, ils mangent les mêmes choses, ils partagent les mêmes choses, les mêmes valeurs, et du coup, ils ont du mal à voir comment vivent les autres, les valeurs des autres, les avancements, les croyances des autres, et du coup, se crée justement cet extrémisme, c'est-à-dire on n'accepte plus l'autre dans sa façon de faire, dans sa façon de vivre, dans sa façon d'aborder la vie. Et cet extrémisme religieux, et on a pensé qu'on avait éradiqué ça, puisqu'on a eu des guerres des religions, eh bien on voit que ça revient. Ça revient parce qu'on n'accepte pas la religion de l'autre, on n'accepte pas les convictions de l'autre. Alors que on a les mêmes dieux, on a les mêmes valeurs quand on regarde bien. L'empathie, l'amour de l'autre, le respect de l'autre, on devrait se retrouver. Eh bien, il faut faire attention où certains pensent qu'ils sont plus croyants que d'autres, qui sont les avocats de leur Dieu. Donc ils défendent, Dieu n'a pas besoin d'être défendu. Je ne pense pas qu'il nous a mis ces préceptes que nous devons partout, dans n'importe quelle religion, il y a le respect de l'autre. Donc on devrait retrouver tous ces principes et aimer l'autre pour ce qu'il est et ne pas le rejeter parce qu'il ne partage pas les mêmes convictions que nous. Ça, il faut combattre ça et aider notre jeunesse aussi à faire la distinction entre le vrai et le faux dans tout cela. Deux petites questions philosophie. Alors, qu'est-ce qui vous donne de l'espoir dans les relations humaines ? Ce qui me donne espoir, c'est qu'on n'abandonne pas. Il y a toujours cet espoir. On dit que l'espoir fait vivre.
Eh bien, je vois avec la pandémie, eh bien, on est là, les jeunes sont là, ils sont présents, ils ont envie d'aborder avec leurs difficultés, mais ils abandonnent pas le quotidien et puis ils construisent. Il faut oser. Il faut oser. Je pense que on est tous en difficulté. Je n'aimerais pas être président de la République aujourd'hui parce qu'il est confronté à des difficultés. On voit qu'il y a des cacophonies de partout. Même les médecins qu'on pensait qu'ils pourraient s'entendre, eh bien on voit qu'il y a deux discours différents. On se demande est-ce qu'on va prendre ce vaccin, sachant que le médecin, on devrait se retrouver. Alors déjà politiquement, il y a des grandes divergences, mais on devrait avoir des convergences chez le médical, et on voit que tout le monde n'est pas. Donc vous voyez la difficulté qu'on a ne serait-ce que pour accepter un vaccin aujourd'hui. Personne ne peut se dire s'il faut le prendre ou pas, parce qu'il y a des discours de partout, et ça met en difficulté tout le monde. Tout le monde, même le corps médical aujourd'hui, il y a 30% qui prennent des vaccins. Vous imaginez, ceux qui doivent en prendre, ils se demandent, mais si eux ils ne prennent pas, pourquoi je le ferais? Vous avez vu la difficulté aujourd'hui, les convictions qu'on a de faire, même pour un vaccin aujourd'hui, on ne sait plus si on doit le prendre ou pas. Quelle est la valeur la plus importante pour vous? Pour moi, la valeur, c'est la fidélité, même si c'est pas toujours évident, mais moi, je suis fidèle en amitié et je crois qu'il faut garder ça. C'est-à-dire que, pourquoi je dis ça? Parce qu'on doit aimer les gens avec ses défauts et ses qualités. Donc, quels que soient vos amis, si vous savez qu'il a des défauts, regardez ses qualités avant tout et faites le poids entre ce qu'il est capable de faire et d'essayer de ne pas le juger, mais vraiment de l'accompagner. Je crois que c'est ça, hein, l'amitié. C'est un vrai ami, c'est quelqu'un sur qui on peut compter, malgré nos défauts et malgré nos actes qui n'ont pas plu, mais on est là, on sait qu'on peut compter sur nous. Alors, interview face à face. Au retour de Jésus, vous avez un temps face à face avec Jésus. Juste vous deux, privilégiés. Une question à lui poser. Est-ce que j'étais bon? Pas qu'au sport. Dans le sport ou dans la vie? Et je lui demanderais est-ce qu'il peut compter sur moi? Pour n'importe quelle mission, est-ce qu'il peut compter sur moi? Et là, j'écouterais avec beaucoup d'attention ce qu'il aura à dire. Parce qu'il fait toujours l'équilibre de justice, de savoir si j'ai fait les bons actes ou pas. Est-ce que il peut compter sur moi? Voilà, ce serait la première question. Une demande particulière à faire à Jésus. Vous l'avez face à face. Oui, j'ai dit, est-ce qu'il pourra ressusciter tous les morts? On remonte dans le temps. Il vous donne le pouvoir de remonter dans le temps. À quel moment vous voulez arriver? Quel moment de l'histoire? De votre histoire ou de la grande histoire? Alors là, oui, ce serait difficile. Alors oui, j'aimerais, au début du siècle, j'aimerais bien connaître ce siècle-là où beaucoup de choses ont changé. Ou même, je parle au temps des Romains, de savoir comment les premiers chrétiens ont vécu les choses. Avec lui, sur place, j'aimerais revivre ça. Donc être téléporté au temps de Jésus. Voilà, de voir la réalité des choses et de voir comment agit le courage de ses apôtres, le courage, la difficulté des femmes dans ce siècle-là qui était repoussé, qui n'était pas accepté, et de se voir avec mes idées pour dire que j'aurais pu changer les choses à ce niveau-là et qu'aujourd'hui on aurait dans toute autre situation. Un vœu à réaliser. Un vœu. Dans cette pandémie, purée, si on pouvait l'éviter, ça nous arrangerait beaucoup. Ah bon, il y a d'autres choses, d'autres vœux plus intéressantes, mais qui est, ouais, voilà, une justice sur cette terre, voilà. Un super pouvoir que vous demandiez à Jésus à ce moment-là, dans ce face-à-face avec lui. Donne-moi tel super pouvoir. De la guérison, vous imaginez? Alors, pas tout le temps qu'il me donne 10 ou une vingtaine et que je puisse... les gens que je rencontre et comme une amie que je vois qui va mourir, qui est en difficulté en ce moment.
qui a une leucémie et j'aimerais tellement le guérir. Et je vois que je suis démuni, je peux rien faire, mais c'est horrible parce qu'il n'y a que l'amour qu'on peut donner. Et si je pouvais le guérir, je pense que j'aurais peut-être gagné une âme, j'aurais fait quelque chose. La guérison, c'est quand je vois les médecins qui opèrent et qui guérissent des gens, c'est formidable, c'est extraordinaire. Quand on est à la main de quelqu'un et qu'on se dit qu'il peut nous donner la vie, même si nous prenons la vie éternelle, puisque la mort n'est pas une fin en soi, n'est pas une fin en soi, c'est vrai, mais on y tient tellement. Si je pouvais le permis de guérison et d'emmener des gens, un maximum de personnes, je pense que j'aurais aimé avoir ce don. Bouteille à la mer. Vous savez, c'est cette bouteille qui part comme ça sur la mer, sur l'océan. Quel conseil pour les jeunes croyants ? Les jeunes croyants, persévérer. Persévérer parce que cette vie, elle est de plus en plus difficile dans le sens où il y a ce mélange de vérité et de mensonge. C'est très difficile, comme je dis tout à l'heure, pour un jeune de se projeter quand l'histoire qu'on nous raconte, c'est pas celle qui s'est passée. Les gens qui nous racontent, c'est pas la vérité qu'ils nous disent. Donc vous imaginez dans quel embourbillon vous êtes, qui faire confiance. L'histoire qu'on vous raconte, elle est fausse, donc il faut revoir les choses. Les personnes sur lesquelles vous appuyez, ce sont les médecins ou les avocats, ils vous racontent, c'est pas forcément la vérité. Et les jeunes, dans tout ça, ils savent pas comment ce qui penchait. Donc, sondez vos amis, sondez les Écritures pour savoir. Et je crois que c'est ça le plus dur. C'est que maintenant, tout est mélangé, la vérité dans le mensonge, et que les jeunes sont attaqués de partout. On le voit aujourd'hui, que ce soit dans les universités, c'est d'actualité, que ce soit à l'école, l'hypersexualisation qu'on en voit à la télé, ils sont attaqués de partout. On voit que ça dans les clips, on voit que ça, que des trucs sexualisés. Donc, ils sont attaqués très tôt. Très tôt, ils sont attaqués par ceux qu'on pense qui pourraient nous aider, que ce soit l'école, que ce soit la télé, que ce soit les réseaux sociaux. On voit aujourd'hui que des jeunes de 14 ans a tué son autre copain parce qu'il avait menacé sur les réseaux, qu'il avait diffusé des photos, toutes ces choses-là. C'est intéressant l'actualité. La technologie, c'est important. Il nous faut, aujourd'hui on peut téléphoner à n'importe dans le monde entier, c'est bien. Mais on a aussi ces réseaux sociaux qui peuvent tuer aussi des jeunes parce qu'on est projeté dedans, on subit les choses, qui fait qu'aujourd'hui on fait des actes incroyables. Vous avez vu que c'est une maman qui a dû dénoncer son fils parce que il avait fait un acte irrépréhensible. Je pense qu'il regrette, la mère est toute triste, mais d'avoir tué un ami parce qu'il avait diffusé des photos et que les autres à côté, peut-être d'autres n'ont pas su aider. Eh bien aujourd'hui, on voit que des jeunes de 14 ans sont meurtriers à cause des réseaux sociaux. Une bouteille à la mer pour vos filles. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'elles soient heureuses dans leur vie et qu'elles gardent les principes que je leur ai donnés, que nous avons donnés, et qu'elles puissent faire toujours les bons choix. Et j'espère être avec eux le plus longtemps possible pour les accompagner, quel que soit le choix d'ailleurs. Bouteille à la mer pour les dirigeants politiques. Les dirigeants politiques, alors, sans être complotiste, sans être... Je leur fais confiance parce que c'est pas facile. J'ai été dans la politique et prendre des décisions pour une communauté, c'est très 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 difficile. On n'est pas sûr d'être dans la vérité parce que ça peut changer d'une décennie à l'autre. Et on voit les politiques aujourd'hui, soyez vrais dans ce que vous faites. Engagez-vous, je dis à n'importe quel jeune, engagez-vous en politique aussi. Peut-être que vous allez apporter des choses. Ils sont confrontés à la corruption aussi, donc de les protéger de tout ça et qu'ils puissent prendre les bonnes décisions sans avoir la pression de l'argent ou du pouvoir. Dernière question, qu'est-ce que vous souhaitez à ceux qui ont écouté cette interview ? Je souhaite à ceux qui m'ont écouté de continuer à être comme ils sont et que j'espère que je leur ai donné un peu de force
mental. Je pense que le mental est important dans notre vie aujourd'hui. J'espère qu'ils ont cette force pour discerner le vrai du faux, que j'espère que je les ai motivés dans tout ce qu'ils ont envie de faire, dans leur travail, dans leurs écoles, dans ce qu'ils ont envie de faire, dans leur passion, dans leur foi aussi. Parce qu'on n'est pas infaillible, mais moi, je peux aussi arriver à douter. Certaines choses, ça m'est arrivé face à la mort, où je pensais qu'on avait prié, que ça allait se faire, et puis ça n'a pas pu se faire. Des fois, on est pris à des doutes, mais je sais aussi que le Seigneur fait des choses grandes aussi pour nous aider. Et c'est ça qui fait de nous des humains. On est capable de chuter, on est capable de douter, mais il est là avec nous, il nous accompagne. Et donc, persévérez. Persévérez dans ce que vous faites. Et puis, osez. Osez. Merci mon révérend pour ce cœur à cœur. Merci à vous et puis bonne suite. Et puis, c'est qu'un passage, cette pandémie, et qu'on espère se revoir pour partager ces moments-là.